tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info. Voici les titres que nous développerons dans cette nouvelle édition. Nous débuterons ce journal avec un hommage à Patrick Hourdequin. Nous nous rendrons ensuite à l'Opéra de Monte-Carlo pour la Générale de Norma de Vincenzo Bellini. Nous vous présenterons le premier salon de l'automobile de Monaco dévoilé cette semaine à Paris. Et nous refermerons cette édition avec des cours de cuisine au centre Speranza Albert II sous le regard bienveillant du chef Joël Garraud. Nous évoquions dans une précédente édition la disparition de Patrick Hourdequin, un homme qui aura passé plusieurs décennies au service de la culture, de la magie et bien entendu du cirque. Nous vous proposons aujourd'hui un portrait hommage au cours duquel vous pourrez également entendre le témoignage du docteur Alain Frère qui l'a bien connu, un reportage signé Sandrine Nègre. L'annonce de la disparition de Patrick Hourdequin le week-end dernier a bien sûr suscité une vague de tristesse un peu partout. De tristesse mais aussi de nostalgie, car toutes les personnes qui l'ont bien connu ont partagé avec cet homme passionné des souvenirs liés au théâtre, à la magie ou encore au cirque. Un monde que ce natif de Belgique côtoie dès son plus jeune âge. En principauté, il devient d'ailleurs président de l'association monégasque des Amis du Cirque. Le docteur Alain Frère l'a bien sûr bien connu, nous l'avons rencontré dans son musée à Tourette-Levens. J'ai d'abord beaucoup de chagrin. Je perds un ami de 50 ans et la principauté de Monaco perd un grand serviteur. Celui qui a imaginé, avec le prince Régnier, le théâtre Princesse Grace, celui qui a imaginé et présidé après le docteur Jean-Joseph Pastor, qui a pris la présidence des Amis du Cirque de Monaco, celui qui a inventé, avec le prince Régnier, Monte-Carlo Magic Star. Donc Patrick, c'était un homme hors du commun, sa vie est hors du commun, parce qu'il a fait ses études de droit, docteur en droit. Également, il est sorti d'une très grande université à Bologne, et c'est là que je l'ai connu, il y a 50 ans. Et il est venu même me voir en 67 avec son épouse Krinou, lorsque je me suis installé à Tourette-Levens. Donc c'est 50 ans d'amitié. Et pourquoi j'ai dit que c'était un homme hors du commun? Parce qu'il est rare de voir un docteur en droit s'engager dans un cirque. Il est rare d'un homme qui aurait pu être directeur de banque, qui aurait pu être directeur de grandes collectivités, faire la carrière qu'il a fait. Patrick Hourdequin était donc passionné par l'univers de la piste aux étoiles. Son chemin a croisé aussi celui de la scène. Il dirige pendant 3 décennies le théâtre Princesse Grace. Et Patrick a eu le talent de le faire. Et Patrick aussi, toujours avec un grand serviteur du prince Régnier et après de la princesse Stéphanie, a eu l'idée de, toujours à travers sa passion des visuels, de créer ce grand festival international de la magie, Monte-Carlo Magic Star. Ça a duré 20 ans. Un jour, le prince souverain de Monaco, encouragé par l'action positive qu'il avait menée pour sauver le cirque, décida de promouvoir l'art de la magie. Il était vrai que de jeunes artistes magiciens, innovateurs, créateurs, végétaient, et ne vivaient pas aussi passionnément de leur talent qu'ils ne l'auraient souhaité. De là est venue l'idée de créer les Grands Prix magiques de Monte-Carlo au Théâtre Princesse Grace, c'était en 1984. Depuis, l'enfant a grandi, les baguettes d'or et d'argent se sont multipliées au gré des jurys brillants, présidés par Son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie. De nombreuses vedettes s'y sont intéressées depuis et nous ont permis, avec la famille princière de Monaco, de donner à l'art magique ces lettres scintillantes qu'il méritait tant. Désormais, la magie est devenue créative, anti-cartésienne, délirante, habillée de musique, de lumière, de chorégraphie, aux notes et couleurs futuristes. Que très longtemps encore ces baguettes d'or et d'argent des Monte-Carlo Magic Star enchantent nos fidèles spectateurs et perpétuent la défense de la magie dans le monde, à l'image de ce pays magique qu'est la principauté de Monaco.
Et puis il a aussi servi, nous sommes des amis du cirque, lui il a fait avec sa présidence après le docteur Jean-Joseph Pastor, il a imaginé au festival même sa pagode, les amis du cirque, où il recevait encore cette année pour ce 40e, il y a eu des centaines d'amis du cirque du monde entier, c'était leur point de repère. Et c'était là, Patrick, avec sa femme Crinou, avec Frédéric, avec Gérard, avec Jean-Paul, était là pour les recevoir. Et vous savez que cette année, il a servi encore, à travers la maladie, à travers les souffrances, il a eu le courage de faire ces 3 grandes expositions des peintres dans les grands palaces de Monaco. Je peux vous dire qu'il a pris une peine énorme. C'était un homme extraordinaire parce que certainement on ne s'imaginait pas qu'il était très gravement malade. Moi je le savais, je lui téléphonais tous les 3 jours. Et je l'encourageais, mais quel exemple extraordinaire d'avoir monté ces 3 expositions qui ont été magnifiques, à la gloire du cirque et à la gloire du Festival du cirque de Monaco. C'est ça. Je dirais aussi que Patrick était un humaniste proche de son personnel au théâtre, proche des familles de cirque, proche des artistes. Il faut voir comme ses employés l'aimaient, et également comme les grands artistes de théâtre l'aimaient. Patrick, c'était une figure magnifique. C'était un homme qui se mettait jamais en évidence, toujours présent, toujours discret, toujours efficace. Alors je dois dire que en ce moment, vous voyez, nous sommes ici autour des grands du cirque qui sont au ciel. Eh bien, Patrick aura rejoint ces grandes figures de cirque. Et bien sûr, c'est 50 ans d'amitié, mais il restera toujours ce qu'il était. Et pour moi, c'est l'ami fidèle. Et il n'y aura pas un jour, lorsque je descendrai dans le musée, qu'il ne sera pas présent avec nous. Voilà. Patrick, c'était une figure, c'était un homme hors du commun, c'était un homme gentil, c'était un homme souriant. Et nous perdons beaucoup. Et la principauté perd beaucoup. Vraiment un grand serviteur, un grand serviteur. Le regard amoureux et passionné que Patrick Hourdequin posait sur bon nombre de spectacles va bien sûr manquer au monde artistique. La rédaction de Monaco Info adresse une nouvelle fois toutes ses condoléances à sa famille. Après Tosca et La Wally, place à un chef-d'œuvre de Bellini, Norma, interprété par la talentueuse Cecilia Bartoli. Une équipe de Monaco Info a assisté à la Générale. Voyez leur récit. C'est un grand défi qu'a su brillamment relever la mezzo-soprano italienne Cecilia Bartoli avec cette interprétation du grand classique de Bellini, Norma, un triangle amoureux mêlé à un amour du devoir. L'histoire, finalement, Norma, c'est une histoire d'amour, surtout. C'est la passion, c'est ça. Norma, c'est vraiment une histoire d'amour. Et amour pour l'ennemi, parce qu'elle, finalement, elle est amoureuse de Pollione, qui c'est un ennemi. L'amour pour les enfants, parce qu'elle a fait quand même 2 enfants, elle a caché les enfants. C'est ça aussi ce qui est terrible. Alors toute la famille, ils sont pas au courant, le peuple, ils sont pas au courant. Alors pour elle, d'être quand même la grande partisane, mais elle cache toute sa vie privée. Alors je trouve que ça, c'est vraiment un personnage très conflictuel. Oui. Patrice Corrier et Moshe Leiser proposent ici une mise en scène néo-réaliste. La grande prêtresse druidique de Bellini est représentée sous les traits d'une partisane de l'après-guerre. Jouer Norma dans un cadre néo-réaliste. Alors, une sorte de Anna Magnani, un peu comme dans le film Roma città aperta. Et je trouve que c'est exceptionnel, cette vision, cette nouvelle vision. Si on fait Norma, il faut revenir à l'origine, mais en même temps, sur scène, il faut faire un autre pas, il faut aller plus loin, il faut donner une nouvelle vision. Le rôle-titre de Norma est considéré comme l'un des plus difficiles. Personnage hors norme, il demande une grande rigueur lyrique, mais également d'impressionnants talents de tragédienne.
c'est une cantatrice. Norma, il faut chanter Norma, mais il faut jouer Norma. Finalement, il faut être Norma. Il ne faut pas la jouer. C'est ça la différence. Une Norma surprenante et déroutante, entourée de nombreux talents, à découvrir durant 4 représentations sur la scène de l'Opéra Garnier. Et après nous avoir parlé de son rôle de Norma, Cécilia Bartoli est revenue sur un tout autre projet qui la lie au Rocher. Je vous propose de l'écouter à ce sujet. On a des projets pour Monaco, on a des projets magnifiques. Alors d'abord, je dois dire que je suis tellement contente d'être ici parce que j'ai chanté à la salle Garnier, mais j'étais très jeune, j'avais 21 ans, 22 ans. Alors de revenir, et j'avais fait en Barbier de Séville, une belle mise en scène de Barbier de Séville. À l'époque, je chantais Rosine, et maintenant de revenir avec Norma, alors c'est tout à fait notre rôle, une autre dimension, mais de revenir ici, c'est un rêve. C'est un rêve et de jouer Norma ici. Et le grand rêve aussi, d'avoir la possibilité de constituer un orchestre, de former un orchestre avec des instruments baroques. C'est ça, je veux m'occuper de ça grâce au soutien de la principauté, le soutien du prince, de la princesse. Voilà, on aura le premier concert en juillet avec les musiciens du prince, justement. Et alors concrètement, comment est-ce que ça va se passer? Où est-ce que vous en êtes là, dans les... Là, on est tout en préparation, bien sûr, parce qu'on veut vraiment préparer un programme baroque magnifique avec des airs d'Handel, de Vivaldi. On va faire vraiment de feux d'artifice pour commencer. Oui. Dans l'actualité également, l'association monégasque de médecine anti-âge organise le lundi 7 mars à 19 h au Théâtre des Variétés une conférence débat autour de la question des polluants chimiques dans notre environnement. Quels sont les risques pour la santé ? Autre événement à ne pas manquer, l'équipe de Solar Impulse vient d'annoncer la reprise de son tour du monde. L'avion à énergie solaire redécollera d'Hawaï d'ici la fin avril. Le 3 juillet dernier, l'aventure avait dû être interrompue suite à une surchauffe de batterie après le record du vol sans escale de 117 heures au-dessus du Pacifique. Le centre de commandement, quant à lui, restera basé en Principauté. Nous suivrons bien entendu de près l'avancée de cette opération. Après les airs, retour sur Terre avec un tout nouvel événement pour l'année prochaine. La Principauté de Monaco accueillera du 16 au 19 février 2017 le Salon international de l'automobile. Fabien Bonilla et Olivier Bonello se sont rendus à Paris pour assister à la conférence de presse. Ils nous en disent plus. La conférence de presse a été organisée sous les projecteurs du Studio Gabriel, plateau télé rendu célèbre notamment grâce à différentes émissions, comme le Petit Théâtre de Bouvard, La Marche du Siècle, Champs-Élysées, Vivement Dimanche ou encore On n'est pas couché. Pour cette occasion, point de Michel Drucker ou Laurent Ruquier, les stars étaient la Principauté et l'environnement. Ce premier salon international de l'automobile de Monaco sera essentiellement tourné vers les véhicules propres. Autre particularité, il s'agira d'un salon à ciel ouvert réparti dans toute la Principauté. Écoutez, on crée un nouveau concept de salon de l'automobile. C'est-à-dire que l'idée, c'est de permettre à un salon, au lieu d'être dans un espace clos, d'être à ciel ouvert et de se répartir harmonieusement dans toute la Principauté, avec bien sûr en point de mire les véhicules écologiques, innovants et de prestige. Véhicules écologiques, innovants et de prestige, voici les 3 critères, les 3 thèmes mis en avant. Ce futur salon a reçu le soutien de la Fondation Prince Albert II. Une automobile écologique et innovante, ça correspond à un des champs d'action de la Fondation dans le domaine de l'action contre les changements climatiques, du développement, encore une fois, d'une plus grande efficacité énergétique et d'une manière générale, d'une transition vers une économie qui soit une économie décarbonée. Alors bon, ça fait des méandres, mais c'est clair. Il faut rappeler que les émissions de gaz à effet de serre pour un pays tel que Monaco, c'est à peu près
30% qui viennent du trafic automobile, et donc si je vais au-delà des seules activités de la Fondation, il y a un intérêt particulier, profond, ancien à Monaco, qui est de développer des activités qui aident à la promotion d'une mobilité plus douce et d'une mobilité propre. Le premier salon international de l'automobile de Monaco se déroulera donc à ciel ouvert. Les stands des constructeurs seront répartis sur tout le territoire de la Principauté, avec 11 lieux d'exposition. Du quai Albert Ier à la place du Palais Princier, en passant par le Grimaldi Forum, la place du Casino, le chapiteau de Fontvieille, les hôtels Hermitage et Monte Carlo Beach, la plage du Larvoto, le Gildo Pasteur Center et l'héliport. Des navettes électriques conduiront les visiteurs d'un stand à l'autre. Des conférences seront également organisées avec la Fondation Prince Albert II de Monaco. Un futur salon qui a séduit la direction du tourisme et des congrès. L'intérêt est multiple. D'abord, c'est l'intérêt d'avoir des hôtels remplis en hors saison, ce qui est très très bon puisque le mois de février n'est pas évidemment la saison la plus fertile en tourisme. Donc on a du tourisme d'affaires, mais on va avoir aussi ce salon, ça c'est une chose. Et puis bien sûr, en termes d'image, c'est absolument énorme pour nous puisque la Principauté brille de mille feux lorsqu'il s'agit d'écologie, lorsqu'il s'agit d'énergie renouvelable. Et là, c'est une pierre de plus à l'édifice, une brique de plus qui va être pour nous une brique sur laquelle capitaliser à l'étranger en disant attention Monaco, c'est aussi ce salon de l'automobile principalement axé sur l'énergie renouvelable et qui va être un salon tout à fait, à mon avis, qui est appelé à être un salon qui va s'installer, durer et à devenir aussi célèbre peut-être que ne l'est le Yacht Show dans sa catégorie. Et enfin, contrairement à un salon de l'automobile traditionnel où les véhicules sont immobilisés sur leur stand, les visiteurs pourront, s'ils le souhaitent, essayer les différents modèles présentés. Le premier salon international de l'automobile de Monaco se déroulera précisément dans un an, jour pour jour. Et dans le reste de l'actualité, le meeting Hercules 2016 aura lieu le 15 juillet prochain au Stade Louis II. Au programme 17 épreuves qui réuniront cette année encore les meilleurs athlètes de l'athlétisme mondial, quelques semaines avant les Jeux Olympiques de Rio. La billetterie en ligne est d'ores et déjà ouverte pour les plus impatients. Autre actualité sportive, la Roca Team participera ce vendredi à 18 h à son premier match de Leaders Cup. Un rendez-vous exceptionnel qui réunira sur 3 jours du basket de haut niveau au cœur de Disneyland Paris. Pour ce quart de finale, les Rouges et Blancs affronteront les joueurs de Nanterre 92. Tout au long de l'année, le centre Speranza Albert II propose de nombreuses activités aux personnes qui le fréquentent. Dernièrement, c'était un atelier de cuisine qui était organisé avec les précieux conseils du chef étoilé Joël Garraud. Patricia Navarro et Sylvain Péroumal y ont assisté. La cuisine et les pâtisseries comme activité thérapeutique. Au centre Speranza Albert II, de nombreux ateliers sont régulièrement organisés pour les patients qui viennent ici trouver un accueil de jour. Créativité, divertissement sont les maîtres mots. Et alors que la Chandeleur est la grande fête associée au mois de février, les responsables des lieux ont invité un chef pour préparer des crêpes, et pas n'importe quelles crêpes, des crêpes Suzette. C'est un grand plaisir de travailler avec le chef Garraud. Nous avons travaillé ensemble depuis 8 ans maintenant. Donc il est toujours partant pour proposer des ateliers cuisine, pâtisserie. Et c'est un grand plaisir de le recevoir. Et nos hôtes sont toujours réjouis de ces manifestations. On met la crêpe dedans. Vous avez pu remarquer qu'ils ont participé. Alors il y en a qui, en venant, me disent « Ah ben moi j'ai fait la cuisine, moi j'ai des recettes, ah ben moi ça j'ai fait les crêpes mais pas de cette manière-là ». Alors il y a un échange qui se crée et je trouve que ça c'est assez positif. Et surtout, on a tout au long des 2 semaines qui viennent, les patients reparlent de ces crêpes qu'ils ont eues, de la manière de faire, et ça leur permet de cultiver un petit peu la mémoire et ensuite le goût. À tour de rôle, les patients du centre ont cuisiné avec le grand chef qui était venu accompagné de la maraîchère Romy qui le fournit en fruits et légumes. Romy a préparé de la confiture de kiwi pour toutes les personnes présentes. C'est quelque chose de très agréable. Et nous sommes très heureux d'être entourés par vous, parce que vous êtes très gentils avec tout le monde, toutes les personnes que nous avons. Racontez-moi un petit peu ce à quoi vous avez assisté là à l'instant. À l'instant, j'étais un peu troublée parce que je ne connaissais pas bien le lieu ni la chose.
Mais là, je suis vraiment très heureuse d'être avec vous. C'est vraiment merveilleux. C'est pas la première fois, mais c'est vraiment formidable. Et s'il est avéré que le goût se modifie dans le processus classique de vieillissement, ce phénomène est décuplé chez les personnes atteintes de troubles cognitifs. Au centre Speranza Albert II, la nutrition et les plaisirs de la table sont donc considérés comme faisant partie de soins fondamentaux dans l'accompagnement de ces hôtes. Et pour tous, pour refermer ce reportage, la recette d'un chef étoilé pour réussir à coup sûr sa crêpe Suzette. Alors la crêpe Suzette, c'est du beurre, riche en beurre, on met du sucre roux. Lorsque c'est caramélisé, on va mettre du Grand Marnier, on flambe, on met du jus d'orange et puis après on plonge nos crêpes dedans. Et voilà, et je souhaite bon appétit à tous et vous verrez, testez comme ça, vous allez voir, c'est très très bon. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose à présent de passer aux prévisions météo de ces prochains jours. Vendredi, le soleil sera au rendez-vous. Les températures resteront proches des normales de saison avec 8 degrés au lever du jour et 13 degrés dans l'après-midi. Samedi, temps sec et largement ensoleillé. Les températures seront fraîches dans la matinée mais seront plus clémentes dans la journée. Dimanche, temps calme et ensoleillé. Les températures seront agréables. Et finalement, lundi, après un week-end très clément, les nuages menaçants seront de retour. Les températures seront tout de même très acceptables avec 10 degrés au lever du jour et 14 degrés dans l'après-midi. Ce journal est à présent terminé. Retrouvez dans un instant votre magazine consacré à l'ASM FC présenté par Émilie Rousseau. À très bientôt sur Monaco Info.